Mesdames et messieurs, actualité oblige, la situation géopolitique et sécuritaire de notre espace AES nous condamne à une union sacrée dans tout ce que nous entreprenons. Car n'oublions pas, nos ennemis tant de l'intérieur que de l'extérieur sont à la manœuvre et resteront nos rangs et les actions sécuritaires conjointes des forces de défense et de sécurité de nos pays. Ces derniers temps montrent à nos ennemis notre bon choix d'y aller ensemble contre vents et marées. Ne dormons pas sur nos succès, avançons pour le bien-être de nos populations qui sont le centre de gravité de toutes nos actions et décisions. Mesdames et messieurs, vous savez que quand un gouvernement prend une décision, il y a forcément une certaine perception dans l'opinion. En politique, souvent on dit que la vérité d'opinion, souvent elle pèse plus que la vérité objective. Et beaucoup spéculent sur ça. Je voudrais, avant de donner mon avis sur cette question, demander à mon frère, monsieur le ministre, de transmettre mes chaleureuses salutations au président du CNSP, le général Tchani, à tous les membres du CNSP du Niger. Au Mali, ça s'appelle CNSP aussi, hein. Mais quand vous déchiffrez, c'est une autre signification. Et aussi à monsieur le Premier ministre, Ali Mohamed Zein, et à tout le gouvernement. J'ai encore en mémoire l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé à notre ami au Niger. J'ai encore en mémoire les mots chaleureux que le président de la transition nous a délivrés. De retour à Bamako, j'ai dit à tout le monde, je n'ai plus de doute maintenant que cette alliance-là, c'est en acier. Personne ne pourra nous séparer encore. Au début, on se posait des questions. Mais lorsque le président nous a entretenus de la situation générale, j'ai trouvé quelqu'un qui connaît l'histoire, qui connaît la géographie, mais surtout souvent, on pense que les militaires, ils ne regardent pas la politique. Je me suis rendu compte que, en réalité, si jamais des politiciens se trompent, aller tourner autour de lui va les noyer. Parce qu'il maîtrise parfaitement cette question. Je suis donc retourné à Bamako, rassuré, ragaillardi, transmettez donc mes chaleureuses salutations. Compte rendu, bien sûr, avait été fait à mon président, aussi le colonel Assimi Goïta. Mesdames et messieurs, vous savez qu'au Mali, depuis quelque temps, le gouvernement a décidé de suspendre provisoirement les activités des partis politiques et les activités politiques des associations. À ce niveau, aujourd'hui, il y a une bataille pour l'opinion. Le gouvernement, pensant qu'il est dans son bon droit, peut se taire. Mais il y a certains qui sont en train de se battre pour que l'opinion pense qu'il y a des reculs. Bon, les Maliens sont habitués à une certaine façon de faire, ou dire par exemple que les partis ne mènent pas certaines activités, les gens n'y étaient pas habitués. Mais il faut bien expliquer tout aux uns aux autres. Les Maliens, la tenue des assises nationales nous ont démontré que lorsqu'ils comprennent quelque chose, ils y adhèrent. Vous savez qu'au Mali, chaque fois qu'on organise des forums, il y a des perdièmes qu'on payait aux citoyens. Pendant les assises nationales, imaginez-vous, le ministre de la Refondation et la commission d'organisation, au nom du gouvernement du Mali, ont expliqué aux Maliens que nous sommes dans une situation difficile et que les montants qui étaient destinés aux perdièmes des différents participants,
qui étaient pratiquement de 2,4 milliards, seront difficiles à faire payer par l'État. Est-ce que vous savez que les Maliens, ayant compris les difficultés du gouvernement, ont volontairement renoncé à ce montant qui ont servi d'économie au gouvernement pour résoudre d'autres problèmes? Ça veut dire que les Maliens et les Africains d'une façon générale, quand on leur explique bien quelque chose, ils y adhèrent. Ce n'est pas les explications de ceux qui nous cachent une partie de notre histoire, qui viennent avec un sac, qui mettent sur notre tête, et puis on nous fait croire qu'on est dans la lumière, et quand on élève le sac, ils nous donnent des lunettes en bois pour qu'on ne voit rien. C'est comme ce monsieur qui vient, qui dit aux Maliens que l'intervention des forces étrangères, c'est pour combattre le terrorisme, en 2013. En 2020, 7 ans après, le terrorisme qui était confiné au nord du Mali a pris 80%. Ce même monsieur nous avait dit que l'objectif des forces internationales, c'est d'imposer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Ce sont ces mêmes forces qui ont interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal et qui ont créé un État dans l'État. Ce sont les mêmes forces, les mêmes personnes qui nous ont dit que le troisième objectif, c'est l'application des résolutions du Conseil de sécurité. Mais quand vous lisez ces résolutions, d'une année à l'autre, d'une session à l'autre, elles changent comme vous changez vos chemises. Quand une est sale, vous l'enlevez, vous portez une autre. Donc souvent, les résolutions n'ont rien de commun. La seule chose qu'elles ont de commun, c'est la volonté d'organiser à court et moyen terme la partition que j'ai appelée partition programmée du Mali. Toutes les actions, toutes ces forces internationales, c'était pour nous mettre, comme je dis, des lunettes en bois et rester en ne voyant rien. D'ici 20-30 ans, ceux qui dirigent vont disparaître, soit physiquement, soit pour d'autres raisons, et nous aurons des jeunes qui ne connaissent rien de l'histoire qu'on va continuer à manipuler. C'est pour cela que les uns et les autres ne veulent pas que les Africains connaissent et surtout soient conscients des vrais leviers de l'histoire. Vous savez que dans un pays, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est décider. Gouverner, c'est assumer. Chaque fois que vous prenez une décision, surtout une décision de gouvernement, il y a des citoyens qui ne sont pas d'accord. Soit de bonne foi parce qu'ils ne comprennent pas, soit parce qu'on les manipule, soit parce qu'ils sont de mauvaise foi. Aujourd'hui, au Mali, parmi ceux qui se lèvent contre cette décision du gouvernement, certains ne comprennent pas. J'ai vu des gens à qui, après explication, on s'est entendu. Parce que pour eux, suspendre un parti, ce n'est pas imaginable. D'autres, c'est parce qu'on les influence. La vérité d'opinion, on essaie de dire des choses pour que les gens croient, sachant bien que ce n'est pas vrai. Il y en a aussi qui sont clairement de mauvaise foi, qui parlent pour masquer ce qu'ils veulent dire. Parce que vous savez, la parole est donnée à l'homme, soit pour expliquer ce qu'il veut, ou pour bien cacher ce qu'il veut. Il y a certains qui font les cris d'Orphée sur cette suspension, mais en réalité, ils sont dans d'autres agendas. Sauf que beaucoup oublient qu'au sommet de l'État malien, au niveau des organes dirigeants, je l'ai déjà répété à des diplomates des pays occidentaux, ceux qui dirigent le Mali, ils ont des coefficients intellectuels
largement au-dessus de ce qu'ils croient. Donc nous voyons tout venir. Nous tirons aussi des leçons de l'histoire du Mali. Vous savez que chaque pays prend des décisions, chaque gouvernement, en fonction des réalités concrètes dans un pays concret. Un exemple. Vous avez deux pays européens qui sont en belligérance. En l'occurrence, la Russie et l'Ukraine. Les élections arrivent. Le président d'Ukraine dit qu'il ne fait pas d'élection, que parce que son pays est en guerre. Il dissout des partis qui les empêchent de réussir la guerre, qui deviennent en quelque sorte des dangers pour leur nation. On n'a entendu personne en Europe dire que ce n'est pas normal. On n'a entendu personne, des grands politologues africains disent que ce n'est pas normal. Mais pourtant, l'autre pays qui est en belligérance, avec l'Ukraine, la Russie, a fait ses élections. Tout ce qu'on a trouvé, c'est de critiquer la façon dont les élections se sont passées, le taux de participation. Ça veut dire que chaque pays analyse sa situation concrète. Et nous avons analysé la nôtre. Nous avons aussi tiré les leçons du passé. Vous savez qu'en 2012, au Mali, certains se rappellent d'autres noms, parce qu'on oublie vite. Au moment de la chute de l'État malien, il y avait des manifestations politiques. Il y avait des hommes politiques qui demandaient même aux militaires de décrocher. Souvent, les parents étaient influencés à Bamako. Il y a des mamans qui appellent leurs enfants, qui leur disent « il faut arrêter de vous battre ». Est-ce que vous savez qu'il y a des soldats qui ont été influencés par cette décision? Et aujourd'hui, au moment où nous sommes dans la phase de stabilisation de la souveraineté retrouvée du Mali, vous voyez les attaques, Andrambokan, Tinzawaten, Nara, Sikasso, Kita, on disperse les efforts avec l'esprit, l'espoir de nous avoir à l'usure. Mais en même temps, certains comptent sur des mouvements politiques, je ne dis pas tous, pour créer une situation d'instabilité intérieure dans le pays. Vous savez qu'un militaire, quand il est au front, sa femme, ses enfants, son père ne sont pas en sécurité, ce militaire ne peut pas se donner. Surtout lorsqu'il apprend que parmi les dirigeants, il y a des bagarres. Donc lui, il donne sa vie pour rien. Mais ceux qui gouvernent, ils doivent faire un choix patriotique dans l'intérêt du pays. Ce n'est pas dans l'intérêt des chefs de parti. Mais pour qu'on ne vienne pas dire que certains ont été choisis d'autres, nous avons décidé de demander à tous les partis et mouvements politiques provisoirement de suspendre leurs activités. Et surtout que, depuis la reprise de Kidal, le président a mis en place le comité de dialogue intermalien. Parce que, c'est bien que je vous explique, lorsque le gouvernement de la rectification s'est installé, sous la haute direction du président, le Mali était divisé en deux camps, vous vous rappelez bien, en juin 2021. Il y a le camp qui dit priorité recouvrant la souveraineté du Mali. Sauvons la vie des Maliens. Ça, c'est un premier camp. Il y a un autre camp qui dit non, allons-y aux élections. On ne fait aucune réforme. Ça allait nous donner quoi? Des présidents et des institutions faibles qu'on va continuer à manipuler. Et comme je vous ai dit, les hommes politiques vont se succéder, mais l'objectif ultime de ce qu'on appelle la communauté internationale et les mouvements rebelles reste le démantèlement de l'État malien, la partition programmée du Mali. Donc quand vous regardez ce discours-là, objectivement, ceux qui disaient d'aller aux élections tout de suite, ils deviennent des alliés objectifs des rebelles sans le dire. Peut-être qu'ils ne le veulent pas. Et en ce moment, ce qu'on appelle la communauté internationale, l'ONU, la CEDEAO, ils étaient du même bord que ceux qui disaient que la sécurité des Maliens n'était pas importante. On tuait des centaines de personnes dans les villages. On brûlait des villages entiers. On égorgeait des femmes et des enfants.
Pendant ce temps, certains disent allons-y aux élections. Et comme par hasard, quand il y a eu l'attaque du bateau de Tombouctou, le 8 septembre passé, avec des centaines de morts, est-ce que vous savez que la communauté internationale n'a pas parlé? La CEDEAO s'est réunie et n'a même pas eu un mot. À l'ONU, ils n'ont pas pu s'entendre sur une lettre de condoléances au président du Mali. La même ONU qui se lève l'autre jour pour faire un communiqué pour dire à l'État malien d'abroger le décret qui suspend les décisions. La même ONU. La même ONU qui n'a rien dit quand l'Ukraine a reporté ses élections. Donc, il faut être conscient que notre destin, c'est dans nos mains. Il faut que l'État malien prenne le destin de sa population en main. Et nous avons décidé, une décision gouvernementale, elle n'est pas forcément faite pour être acceptée par tous. Vous savez que même le Coran ou la Bible qui sont des livres saints, il y a des citoyens qui ne les reconnaissent pas. Même Dieu qui nous a tous créés, il y en a qui ne sont pas d'accord. Et nous avons fait le choix. Donc c'est un choix gouvernemental qu'il faut assumer. Je disais tantôt que gouverner, c'est prévoir. Nous avons prévu et nous voyons, nous sommes au courant de ce qui se prépare en douce. Gouverner, c'est décider. Nous avons décidé de nous assumer. C'est important que les Maliens comprennent ça. Ce n'est pas fait pour quelqu'un. La preuve, c'est que les organisations qui soutiennent la transition et celles qui ne la soutiennent pas sont tous à la même enseigne. Je voudrais donc que les uns et les autres comprennent. Ce qui a été décidé, ça n'a aucun lien avec des atteintes aux libertés. C'est pour préserver la sécurité des Maliens. C'est pour empêcher que sous le couvert de la démocratie, certains ne profitent pour détruire la démocratie. Nous avons conçu le processus de recouvrement de la souveraineté du pays pendant 2 ans. Pendant quelque temps, on l'a mis en œuvre. Sa mise en œuvre consistait à nous débarrasser de toutes ces forces dites internationales qui n'étaient pas là contre le terrorisme, mais étaient là en réalité pour la pérennisation du système. Takuba est parti, G5 Sahel est parti, il est mort de sa belle mort. Takuba, on leur a monté la porte de sortie de chez nous. G5 Sahel, les populations de Gao ont pris leurs responsabilités, ils ont quitté la nuit, ils ont même oublié des équipements. Tellement la population de Gao a décidé de prendre son destin en main. Donc Barkhane a quitté à l'insu même des Français. Donc c'est arrivé à Niamey qu'ils ont dit qu'ils sont partis à la frontière avec le Mali. Ensuite, on a décidé de s'occuper de l'aménagement. Là, certains ont juré, y compris ceux qui demandent aujourd'hui de faire des élections, que le Mali allait trop loin, qu'on ne peut pas. Mais nous avions décidé et on s'est assumé grâce au soutien des forces armées et de sécurité du Mali. Et nous avons fait partie de l'aménagement. Souvent, on se donne rendez-vous à 10h, on vient, on dit qu'ils sont partis depuis 6h. Mais on dit, mais ça c'est quoi ça? Nous avons dit départ ordonné, organisé et sécurisé par nos forces armées. On s'est rendu compte que la nuit, toutes les armes lourdes, les blindés ont été transférés aux terroristes. Donc ils quittent le matin avant qu'on vienne demander des comptes. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que notre vaillante armée a élaboré une stratégie qui est digne d'être enseignée dans les plus grandes écoles militaires. Parce que le même jour, de façon ciblée, nous avons détruit dans les mains des terroristes toutes les armes lourdes qui les ont remises. Ils ont miné Kidal en imaginant que les soldats maliens vont y laisser leur vie. On a tout déminé. Donc nous avons recouvré
l'intégrité de notre territoire le 14 novembre à la satisfaction des Maliens. Mais une fois que c'est recouvré maintenant, il faut stabiliser. Parce qu'avant, l'État malien ne pouvait même pas acheter des lunettes à vision nocturne. Les militaires mouraient, on n'avait pas d'hélicoptères. Aujourd'hui, on achète des hélicoptères. On va là où on veut. Avant, quand l'armée veut aller quelque part, on nous dit non, il faut demander l'autorisation de l'armée française. Ou bien nous dire non, c'est les zones d'entraînement nocturne de Takuba. Mais ça, c'est quoi ça? Takuba est venu chez nous. Toi, tu viens nous sécuriser à notre insu. On veut raser nos têtes à notre absence. Vous n'avez jamais vu ça? Aujourd'hui, ça, c'est fini. Donc, le défi maintenant, c'est la stabilisation et atteindre le point de non-retour, quel que soit celui qui vient au pouvoir au Mali. Nous ne permettrons plus à un homme politique de venir émasculer notre armée, détruire l'outil de défense, détruire l'école, désorganiser la société. Ces points de non-retour doivent être atteints. Parce que quand on organise les élections, les autres sont pressés en se disant que quand on organise dans la précipitation, ils vont se retrouver avec quelqu'un qui ne comprend rien. Mais je crois qu'il ne peut rien attendre. Nous, ces élections seront organisées et on créera les conditions pour que le peuple malien choisisse celui qui va dans le sens de l'avenir du Mali. C'est pour cela que quand nous avons reconquis le pays, le président a dit il ne suffit pas de reconquérir par la force. Passons maintenant à autre chose. Il a mis en place le comité de dialogue intermalien. Ça veut dire que c'est tout le monde qui doit venir donner son avis. Moi, j'ai entendu des associations, des partis qui disent qu'ils ne vont pas. Mais dans les assises, il y a des partis qui disent qu'ils ne vont pas. Mais à la base, les militants sont partis. Je suis convaincu que beaucoup de responsables à la base vont partir. Ceux qui ont fait ces déclarations à Bamako, je suis presque convaincu que certains n'ont même pas fait de réunion de parti. Si vous demandez de vous donner aujourd'hui la liste de présidents de ceux qui ont décidé, vous allez trouver qu'il n'y a rien. Le président peut-être s'est assis, il a fait un communiqué, il l'a mis dans les réseaux. Si jamais vous demandez aujourd'hui les PV et les dossiers de la liste de présidents de ceux qui étaient là-bas, il y a des présidents qui vont dire qu'on veut chercher à leur créer encore des problèmes. Mais moi, je suis certain que les Maliens ont soif de paix. Ensuite, c'est les Maliens, ce n'est pas des associations qui vont parler. Moi, j'ai vu un responsable d'association venir dire ici que le comité de dialogue intermalien doit négocier avec les chefs terroristes au Mali. Et j'ai dit, c'est lui encore qui vient parler comme ça. Mais lui, il était ministre des Affaires étrangères. Ils ont parlé de paix combien de fois? Qui leur a répondu? Et puis les gens oublient que la première fois où les Français ont décidé de nous laisser en plein vol, quand ils ont décidé de partir, mais au début, ce n'est pas nous qui les avons chassés, parce qu'il faut que les gens comprennent ça. C'est eux qui ont dit que comme ils n'ont pas choisi les dirigeants, ils vont se retirer. Mais on leur a dit de partir. Ou Tara, comme on dit en Bambarachi, même la poule là, même la poule qui était sur ces œufs là, la poule n'a pas sursauté. Donc finalement, on a retourné contre eux, on leur a dit que, mais si vous nous laissez en plein vol, mais on va chercher d'autres partenaires. C'est comme ça qu'on a commencé à diversifier notre coopération militaire, qui est très heureuse. Vous savez, quand nous avons acquis les premiers drones avec la Turquie, mais ils ont mis dans leur presse qu'on va attendre 3 ans pour les avoir. Mais en 3 mois, nous les avions et nous avons cogné des terroristes avec, jusqu'à ce qu'ils ont perdu le chemin de retour à leur base. Et donc, vraiment, je voudrais simplement dire que le comité de dialogue intermalien, c'est pour écouter tous les Maliens. Ce n'est pas pour écouter des associations. Quand bien même des associations peuvent venir aussi s'exprimer. Mais une association qui dit, ou un parti, moi je ne vais pas.
Mais ceux qui vous composent la base, les présidents de section, les députés et autres, ils participent en tant que citoyens. Mais votre déclaration sert à quoi? Donc ce que je voudrais dire aux uns aux autres, ayons des actions patriotiques. Posons des actions qui découlent de l'histoire du Mali. Tous ces pays qui nous donnent la leçon, ils ont fait la même chose. En France, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand De Gaulle a formé le premier gouvernement, il a fait 4 missions. La première mission, c'est de nettoyer toutes les poches où les fascistes se sont réfugiés. Mais c'est la même chose chez nous aujourd'hui. Nous voulons nettoyer toutes les poches terroristes. Et regardez à Menaka, quand on les cogne quelque part, pour parler trivialement, ils vont aller se cacher dans la brousse. Quand on les trouve là-bas sous les arbres, le drone brûle l'arbre, les quelques survivants vont chercher là où s'attaquer à des civils. Donc dans la ville de Menaka, ne pouvant pas venir, ils vont aller terroriser les populations d'Andrabokan et ailleurs, qui affluent. Et Menaka est inondé de citoyens. Et on prend les vidéos pour montrer que le gouvernement est incapable. Donc nous avons décidé d'aller les chercher dans les derniers retranchements et pour qu'ils rendent gorge. Il faut que les uns et les autres comprennent. Mais la France l'a fait, mais qui a eu à parler? L'Angleterre. Parce que je prends ce qu'on dit être des grandes démocraties là. À la Seconde Guerre mondiale, les droits de grève, c'était un droit reconnu. Mais quand Churchill était ministre des armées et que les ouvriers des usines d'armement ont voulu aller en grève, mais il n'a pas passé par 1000 voix. Hein. Il a dit c'est très simple. Tous ceux qui ne seront pas à leur poste de travail le lendemain, ils vont avoir l'honneur d'aller servir l'Angleterre au front militaire. Mais le lendemain, tout le monde était à son poste. Pourtant, c'était des droits et personne n'a crié qu'il a porté atteinte aux droits des citoyens. Mais parce que la nation était en survie. Quand la vie des citoyens, la survie du pays sont en cause, tout le reste attend. C'est tout ce que nous voulons faire au Mali actuellement. Le système politique que nous avons, il y en a qui veulent le remettre en cause. Les pays dits démocratiques ne l'accepteront jamais. Que quelqu'un aille en Angleterre dire qu'il veut mettre la royauté en cause, il verra de quel bois la démocratie se chauffe. En Amérique, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand il y avait le risque que le communisme les envahisse, ils ont voté ce qu'ils appellent le Patriot Act. Même si ton voisin va mentir pour dire que tu es un communiste, on te prend, on te met en prison. Et j'ai l'habitude de dire aux gens qu'aux États-Unis, les gens pensent qu'il n'y a que 2 candidats qui vont aux élections. Mais il y a le candidat du Parti communiste, guess what? Il est en prison à vie. Est-ce que vous savez son tort? Il a demandé que les Indiens aient les mêmes droits que les autres Américains. Comme Mandela en Afrique du Sud. Il est en prison à vie. Personne n'en parle. Parce qu'ils se sont dit que s'ils ne font pas ça, le communisme va renverser le régime. Et il y aura autre chose. Donc, pour préserver le système que le peuple a installé, on a voté de nouvelles lois. Mais quand ces mêmes messieurs viennent nous dire aujourd'hui que notre pays qui est menacé dans son existence, on veut nous transformer en des lâches qui courent derrière les terroristes, nous ne négocierons avec personne, surtout ceux qui ont décidé d'assumer les tueries du bateau de Tombouctou. Le Mali a lancé des mandats d'arrêt. Ceux qui veulent bien répondre devant la justice. Mais aller nous mettre à plat ventre, courir derrière des négociations qui ne viennent jamais. Parce que ceux qui nous disent aujourd'hui de négocier avec eux, mais ils ont fait le temps au pouvoir, ils n'ont jamais négocié avec eux. Les terroristes ne négocient qu'avec ceux qui les arrangent. Comme ce président d'un pays voisin qui nous donne une grande leçon de géopolitique en nous disant « Attention, vos militaires là, ils ne peuvent rien. Les autres sont plus forts qu'eux. Ils sont plus aguerris. » Mais après, on a compris pourquoi il disait ça. Et ce message a été relayé partout. Comme par hasard. C'est pour travailler les cerveaux des gens.
Vous êtes faible, vous ne pouvez pas, résignez-vous. Au Mali, nous n'allons pas nous résigner. Nous allons nous battre jusqu'à ce que la stabilité du Mali atteigne un point de non-retour. Personne ne viendra sous le couvert des élections s'emparer du pouvoir et aller vendre le Mali à l'extérieur. Or, il y a certains, nous sommes au courant des micmacs dans lesquels ils sont. Nous voulons la souveraineté de notre pays et la survie des Maliens. Ce qui s'est passé en 2012, où sous le couvert de la démocratie, certains sont allés faire des manifestations pour démobiliser nos militaires. Nous ne leur permettrons pas de le faire. Parce qu'aujourd'hui, si vous arrêtez un ou deux responsables, on va dire qu'on les a sélectionnés. Mais quand vous balayez tout le monde et leur dites d'attendre 1 ou 2 mois, mais qui va dire qu'il a des problèmes? La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des partis qui disent qu'ils sont d'accord. D'autres disent qu'ils ne sont pas d'accord. J'ai même vu dans les réseaux qu'il y a des chefs de parti qui ont pris la tangente, ils ont quitté le Mali. Mais pour quelle raison? Mais vous voulez le pouvoir et à la moindre des choses, vous fuyez le Mali. Mais Ousmane Sonko a fait combien d'années en prison? On a pris 1000 personnes de son parti, on les a mis en prison. Mais ils n'ont pas fui le Sénégal. Le pouvoir, là, même quand vous l'avez, là, vous n'êtes pas en sécurité. Donc si tu es peureux, là, il vaut mieux aller dans ton champ, tu cultives, tu élèves tes animaux, mais venir chercher le pouvoir, là. Et au moins d'ordonnance, tu fuis le pays. Vraiment, je demande aux autres, aux uns et aux autres, calmez-vous, venez aider à réussir le dialogue intermalien. Après, lorsque, et je crois que ça ne va pas durer, nous sommes dans un corps à corps aujourd'hui. Il y a une politique d'encerclement de l'AES. Il y a une stratégie de nous occuper, de nous faire perdre la souveraineté. Nous ne sommes pas d'accord. Lorsque nous allons atteindre le point de non-retour dans ce processus, Inch'Allah, ça ne va pas durer. Lorsque le comité de dialogue intermalien va déposer son rapport, ces 2 informations vont servir au président et au gouvernement de s'adresser au peuple malien pour un choix éclairé de ses dirigeants. Vraiment, c'est ce que je voulais que les uns et les autres comprennent. Il n'y a rien d'autre derrière. Sinon, aujourd'hui, il s'agit simplement d'aller aux élections. Moi, je l'ai dit aux gens l'autre jour, le gouvernement actuel, même s'il présente un poulet comme président, il va passer où? Seulement, est-ce qu'il va garder l'armée malienne comme telle ou bien il va aller les donner aux autres encore? C'est tout. Donc la question pour nous, ce n'est pas de gagner ou non des élections. La question, c'est de préserver la souveraineté du Mali, de préserver la vie des Maliens. Et au nom de ça, il y a une période de pause que tous les patriotes doivent observer. Après, tout le monde reprendra son activité. Vraiment, je voulais donner ces explications parce qu'au Mali, depuis quelque temps, il y a une floraison de communiquer pour jouer sur les sentiments des Maliens. Ah, on nous empêche de manifester, on ne peut plus parler. Mais en Drambokan, personne ne parle d'élection. Les gens cherchent à vivre pendant que certains parlent d'élection ici. À Bandiagara, on a tué le chef de village l'autre jour. Là-bas, les gens cherchent à vivre. Vous êtes là à vous battre pour des élections ici. Et l'ONU qui se lève, et vous attendez que l'ONU fasse un communiqué pour que tout le monde sorte. Le temps où c'est la communauté internationale qui décidait pour le Mali, et les dirigeants étaient au garde-à-bout, comme s'ils cherchaient des emplois chez la communauté internationale, ce temps-là est révolu. Donc que personne n'aille prendre ces communiqués-là pour venir nous impressionner. Communiqué CEDEAO, communiqué UIA, communiqué Union européenne, communiqué ONU, ça vient en second plan. Mais on ne peut pas mettre ces communiqués et oublier notre peuple. C'est ce qui a été fait avant. Ce temps-là est terminé. Vraiment, je voudrais que les Maliens comprennent ça. Et les chefs de parti, qu'ils aient des comportements patriotiques. Il n'y a rien contre qui que ce soit. Vraiment, je voudrais que cette explication-là soit donnée à tout le monde. Parce que beaucoup sont dans les médias actuellement en train de nous pomper l'air en croyant qu'on va nous déstabiliser. Mais ils n'ont qu'à se réveiller très tôt. Hein. Merci bien.